Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Grands Espaces consacré ce soir à notre nouveau navire d'expédition dont vous avez entendu parler évidemment, le Terra Nova. Donc nous sommes très heureux de vous retrouver encore très nombreux ce soir pour vous présenter ce bateau exceptionnel, pensé, conçu pour l'exploration polaire et pour vos futures expéditions. Un navire moderne, élégant, mais qui incarne surtout l'esprit d'expédition et la philosophie de grands espaces pour ses voyages toujours en petits groupes, au plus près de la nature et dans le respect des environnements que nous explorons. Alors, au programme de cette soirée, nous allons vous présenter, vous représenter le bateau, ses aménagements, et puis un aperçu évidemment des voyages et des itinéraires que nous vous proposons à bord de ce navire d'exploration. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants pour vous parler de ce bateau, des intervenants qui ne sont pas là par hasard, hein, puisqu'ils seront aussi à bord du Terra Nova en 2026. Donc, j'ai nommé Christian Kempf, que vous connaissez sans doute, le fondateur de Grands Espaces, grand spécialiste des régions arctiques et autres, explorateur et scientifique, et qui nous racontera un petit peu la jeunesse du Terra Nova et certains itinéraires, notamment dans le nord-est du Groenland. Avec nous également Xavier Allard, chef d'expédition depuis de nombreuses années chez Grands Espaces, qui sera également chef d'expédition à bord du Terra Nova et qui reviendra donc sur un de nos voyages ours au Spitzberg à bord du Terra Nova. Et enfin, Fabrice Capbert, également guide polaire chez Grands Espaces, grand spécialiste des éclipses, qui évoquera donc ce voyage d'exception où l'exploration se mêlera à la beauté des phénomènes astronomiques, puisqu'on y vivra l'éclipse en 2026. Eh bien, nous allons pouvoir commencer cette présentation. Alors, comme d'habitude, hein, je vous le rappelle, vous avez en bas à droite le chat dans lequel vous pouvez nous poser toutes vos questions et intervenir. Alors, les questions vous seront répondues ou directement dans le chat ou nous y reviendrons à la fin de cette présentation, puisqu'il y a des réponses, je pense, qui peuvent intéresser tout le monde. Eh bien, Christian, je vous laisse l'honneur d'introduire cette conférence. Merci pour ce mot d'introduction, Laureline. Bonsoir à toutes et à tous. Et pour moi, c'est effectivement un bonheur de vous présenter ce bateau, mais tout en vous rappelant un cap qui est le nôtre. En effet, les régions polaires sont parmi les écosystèmes limites, marginaux, les plus fragiles. Ça fait maintenant plus de 50 ans que je parle de ça. D'un autre côté, les communautés que nous visitons sont de petite taille, ce ne sont pas des grandes villes, ce n'est pas Dubrovnik, Venise ou d'autres. Et donc, il faut y aller tout doucement, en petits groupes. C'est pour ça que clairement, on a pris le cap de bateaux de 12 à 36 places. Nos bateaux de 12 places sont en place. L'Ocean Nova, le Grand Explorer, un troisième bientôt. Le 36 places mettra encore 3 ans à venir. Si ce n'est le Capitaine Arctique qui est en place et qui va être en place à partir de novembre 2026. Mais cela met du temps. Un cap ne se prend pas à 90 degrés dans une société de voyage, il se négocie. Et c'est pour ça que j'ai été, et nous avons été extrêmement sensibles au retour de beaucoup d'entre vous qui nous disaient 12 personnes, c'est plus cher, et c'est vrai. Qu'il y a un certain nombre de charges fixes sur un bateau qui sont à répartir et d'emplois indispensables, par exemple, et qui sont à répartir entre 12 ou 60 ou 70 ou 80 personnes. Et puis d'un autre côté, les 12 personnes, ce n'est jamais avec qui on tombe. Alors je peux vous dire quand même que l'ambiance en général est simplement extraordinaire quand on est 12. Mais en dehors de ça, on a été très sensibles à vos arguments et sachant que nous voulions absolument quitter l'Ocean Nova qui n'est plus actuel, à notre sens, en termes de, comment dirais-je, de confort. Nous avons cherché un autre bateau et nous avons donc eu le choix, plusieurs bateaux, et nous avons choisi ce bateau qui est
le bateau qui autrefois allait à l'île de Sainte-Hélène. Il a gardé son nom de Sainte-Hélène et il a été baptisé Terra Nova. Ce bateau, c'est Laureline qui vous en parlera. Mais pour ma part, je voulais simplement vous dire que ce n'est pas purement une action commerciale que nous menons, c'est aussi une réalité, c'est que les prix que nous pouvons afficher grâce à ce bateau sont des prix de 2024. Hein. Ce n'est pas du punch commercial, ça. C'est tout simplement un raisonnement tout simple. C'est qu'à la place d'avoir 75 personnes comme sur l'Ocean Nova, là, on en aura 98. Ça veut dire qu'il y aura également plus de guides. Ça veut dire que le bateau sera un véritable camp de base. Il y a sur place 12 Zodiac et 2 bateaux rapides. Il y a des kayaks. Bref, c'est vraiment un bateau d'expédition et qui a réfléchi les propriétaires précédents qui ont vendu aux propriétaires actuels. Les propriétaires actuels disent que ce bateau, on doit y être extrêmement confortable, mais expédition doit être le premier mot. Et c'est effectivement d'autres idées. Il y a des compagnies, je pense en particulier à Ponant, je pense un peu moins à Exploris qui est en redressement judiciaire, mais je pense à ces compagnies qui mettent toujours en avant évidemment une certaine compétence des guides, mais surtout la qualité, je dirais, de l'hébergement. Alors cette qualité de l'hébergement, bon, on s'y est hissé. Maintenant, on y est. Ce n'est plus l'Ocean Nova. On y est. Venez, vous serez à l'aise. En revanche, notre état d'esprit, qui fait la différence, ne sera jamais perdu. S'il y a de quoi gravir une belle montagne, de faire un grand raid, ou tout simplement d'avoir des moments tranquilles à bord, tout va être fait pour que ce bateau, encore une fois, soit un camp de base qui permette aux plus aventureux, mais également aux plus tranquilles, de jouir pleinement de ces paysages. De ces paysages qui, vous le savez, on y est très attaché. Et c'est pour cela aussi que nous allons et nous faisons des programmes tout à fait originaux pour vous les faire découvrir, parce que nous partons du principe que on ne peut vraiment aimer que ce que l'on connaît, et donc c'est à nous, spécialistes, de vous faire connaître. Et en plus, c'est notre passion partagée. On est assez fous, je dirais, pour ne pas simplement aimer ces régions, mais pour pouvoir partager cet amour avec vous, partager cette passion. Je voudrais aussi dire que ce bateau sera comme d'habitude, comme les bateaux de 12 places, ou les autres un jour de 36 places, comme les bateaux passés, le Ocean Nova, totalement francophone. Le bateau aura, oui, entre 70 et 90 personnes, maximum 98. En revanche, complètement francophone, avec un encadrement de grands espaces et où vous vous sentirez à l'aise. Ce ne sont pas les grands bateaux du Hurtigruten, par exemple, qui pour certains ont 300 à 500 personnes et qui n'ont d'expédition que le mot. Donc, encore une fois, je me détermine de manière extrêmement claire par rapport à d'autres compagnies, peut-être plus durement que d'habitude, parce que j'en ai assez de toutes ces compagnies qui disent qu'ils font de la croisière expédition et qui en fait vous promènent simplement dans un certain confort dans des régions éloignées. Venez avec nous, vous verrez ce que c'est que la croisière expédition, et je pense que tous les gens qui étaient déjà avec nous peuvent le voir, évidemment. Une croisière expédition qui doit de temps en temps subir des aléas météo, qui malheureusement peut subir aussi des aléas d'avion, des aléas d'urgence, mais une croisière expédition dans l'esprit, c'est ça l'esprit véritablement de grands espaces. Alors dans ce cadre-là, il ne faut pas oublier non plus, cependant, les bateaux de 12 places que nous avons et qui circulent au Spitzberg, sur l'est du Groenland, et quant au Nanook, il remontera tout l'ouest du Groenland l'été prochain. Donc un beau programme, et puis j'espère qu'on vous retrouvera, et c'est bien pour ça que nous allons maintenant dérouler ces voyages, mais auparavant, d'abord, place à l'invité, c'est-à-dire à ce bateau que Laureline va nous présenter. Oui, merci Christian pour cette belle introduction. Donc voilà, le Terra Nova, c'est le bateau que vous voyez devant vous sur la présentation. Donc un bateau qui accueillera, comme disait Christian, 98 passagers, et 98 passagers qui auront de la place, puisque c'est un bateau qui fait 105 mètres de longueur et 20 mètres de largeur. C'est en fait un ancien bateau ravitailleur de l'île de Sainte-Hélène, qui est une île, je crois, qui est au large de l'Afrique, et qui a été restaurée en 2022.
par un groupe d'armateurs engagés et qui est vraiment rénové de façon très moderne, très élégante. Donc, comme disait Christian, on gardera cet esprit vraiment d'exploration, d'expédition, mais par rapport à la vieille dame, comme on disait, qui était l'Ocean Nova, on se retrouvera vraiment dans un confort et dans une élégance qui est autre. Mais ne vous y trompez pas, on n'y passera pas non plus toute la journée, puisque nous partirons quand même faire nos expéditions en Zodiac, débarquement comme à notre habitude. Donc, un bateau largement équipé pour l'expédition, avec donc des Zodiacs, 2 bateaux de raid, mais aussi tout le confort interne et tout l'aménagement qu'il faut pour que vous puissiez passer de jolis moments à bord. Vous avez un équipage à votre service de 81 personnes. Lorsque le bateau accueillera 98 passagers, vous pourrez avoir jusqu'à 11 guides conférenciers à bord qui seront là comme d'habitude pour vous accompagner lors des sorties, mais aussi pour vous donner des conférences chaque jour au retour de nos sorties pour faire des récapitulatifs et des conférences et bien sur les environnements que nous allons découvrir, ainsi que sur la faune que nous pourrons rencontrer. Donc, à bord, vous l'avez peut-être vu, donc nous avons trois ponts sur lesquels donc, sont répartis l'ensemble des cabines et des espaces communs que vous retrouverez à bord, donc plusieurs salons, enfin je vais vous présenter tout ça. Mais voilà, nous avons 3 ponts, un pont d'accueil, le pont principal et le pont promenade et donc différentes catégories de cabines que nous allons voir ici. Donc vraiment des cabines modernes, parfaitement équipées, qui offraient vraiment un hébergement haut de gamme. Donc les cabines, les voici. Alors vous avez donc la suite de l'armateur sont des suites spacieuses qui sont situées, elles, sur le pont promenade. Donc, elles font environ 40 mètres carrés. Elles comprennent donc, comme vous le voyez sur la photo, un coin salon très confortable, petit espace de réunion privé. Et toutes nos cabines donc sont dotées d'une salle de bain attenante, donc vraiment des salles de bain très modernes et très bien équipées. Un dressing et donc sur cette cabine, un lit double king size, donc vraiment des cabines tout confort sur lequel vous sera dédié un service VIP très particulier. Un service qui sera également donné sur ces cabines premium, donc qui sont également situées sur le pont promenade. Ces cabines font environ 18 mètres carrés. Donc toutes ces cabines, hein, à part quelques exceptions, sont dotées de grandes fenêtres qui donnent sur l'extérieur, qui vous permettent vraiment tout, hein, un peu comme sur l'Ocean Nova, d'être eh bien, en constante présence des environnements qui vous entourent. Donc vous pourrez admirer les paysages qui défilent aussi depuis vos cabines. Donc ici aussi, évidemment, une salle de bain attenante et lit double king size ou 2 lits simples selon votre demande, c'est au choix. Nous avons ensuite les cabines de luxe, également situées donc sur le pont promenade, hein, qui est le pont le plus haut d'environ 15 mètres carrés, également équipé d'un bureau, des fenêtres comme je le disais, de la salle de bain attenante et également un lit double king size ou 2 lits simples. Donc ça, c'est vraiment, vous pouvez le demander à la réservation auprès de notre équipe, les lits que vous désirez. Les cabines supérieures, donc de 14 à 16 mètres carrés. Voilà, les équipements sont les mêmes. Ici, la simple différence, c'est que vous aurez 2 lits simples qui sont disposés comme vous le voyez sur les photos. Alors ici, on a des cabines qui sont situées sur 2 ponts et les ponts situés sur le pont accueil, qui est le pont du bas, pardon, offre un espace un petit peu plus grand et un hublot à la place de la fenêtre. Voilà, et il est possible de mettre un canapé-lit en supplément. Vous aurez ensuite, donc comme sur l'Ocean Nova, des cabines doubles avec lit superposé, donc un petit peu plus petites. On est quand même sur des cabines très confortables d'environ 10 mètres carrés. Toujours avec donc les équipements qui sont les mêmes un peu partout, hein, bureau,
et la salle de bain attenante. Vous avez également donc les cabines individuelles qui sont situées sur les ponts promenades et principales, donc le pont le plus haut et le pont intermédiaire, euh, avec les mêmes équipements à peu près que les autres cabines. Donc, cabine triple également, d'environ 14 mètres carrés, située sur le pont principal. Voilà, qui peuvent correspondre à des amis qui partent ensemble, une famille. Voilà, il y a de la place, 14 mètres carrés pour 3 personnes. Donc, vous avez 2 lits simples en bas et puis un lit style Pullman, donc superposé au-dessus d'un autre lit. Et puis, pour finir, les cabines quadruples, donc cabines famille ou encore une fois amis, qui sont très bien aménagées aussi. Alors, dans ce bateau, donc, vous avez vraiment tous les espaces communs qui sont très confortables également. On a plusieurs espaces communs donc, sur ce bateau. Vous avez tout d'abord donc, des ponts très ouverts sur l'extérieur et tous les espaces communs sont un petit peu avec des espaces avec des ouvertures panoramiques qui vous permettent donc de rester toujours en observation avec les environnements qui vous entourent. Donc des spacieux salons d'observation. Comme vous pouvez voir ici sur les photos, donc de conviviaux espaces communs et de larges zones d'observation panoramique qui vous invitent toujours à la détente, au partage. Vous avez un bar sur le cockpit arrière qui vous permet également de profiter de cocktails, de boissons, tout en profitant des espaces extérieurs. Et puis également un espace de conférence où vous seront données donc, les conférences de nos guides chaque jour à bord. Donc, vraiment des espaces très confortables et très modernes, comme vous pouvez le voir sur les photos, qui vous permettent vraiment d'avoir des moments très agréables à bord. Vous avez également un service incroyable, donc dans une salle de restauration très élégante, comme vous pouvez le voir, qui accueille donc tous les passagers pour les buffets du petit déjeuner et également du déjeuner. Et puis, vous rendrez aussi pour les dîners qui sont servis à table. Donc, le même principe que sur l'Ocean Nova, des buffets le matin et pour le déjeuner, et puis des dîners à l'assiette le soir, servis par l'équipe de restauration, par les maîtres d'hôtel, avec nos sommeliers également à bord. Donc, voilà, vous voyez, c'est des espaces très ouverts, très lumineux, très modernes. Qui change un petit peu de l'Ocean Nova. Et puis, vous avez également des espaces extérieurs qui vous permettront donc de réaliser vos observations depuis les larges ponts extérieurs. Alors, il n'y aura peut-être pas autant d'équipements extérieurs au vu des conditions climatiques en Arctique, mais en tout cas, voilà, vous pourrez toujours profiter des espaces extérieurs quand vous le souhaitez et déambuler sur l'ensemble des ponts tout le long de la croisière. Sur ce bateau, donc, c'est aussi équipé pour l'exploration, avec, donc, comme je vous l'ai dit, les zodiacs, des kayaks que nous allons pouvoir utiliser aussi si les conditions nous le permettent. Et pour votre bien-être, vous avez également à bord 2 jacuzzis et une salle de sport qui vous permettront de vous détendre au retour des explorations et des expéditions quotidiennes. Voilà un petit peu pour l'aménagement de ce bateau voilà, qui change un petit peu par rapport à l'Ocean Nova avec un standing premium et des aménagements très élégants. Voilà un petit peu pour le bateau. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser dans le chat. Nous y reviendrons donc à la fin de la conférence et nous allons pouvoir passer désormais aux itinéraires que nous vous proposons à bord de ce bateau dès 2026. Donc 4 voyages que nous vous proposons en 2026 et nous allons commencer de façon chronologique avec le premier départ du 6 au 15 août avec le voyage Eclipse que va nous présenter donc Fabrice.
Je te laisse la parole. Alors, il faut que tu réactives ton micro, Fabrice. Tu t'étais mis en mute. Voilà, je m'étais bien off. Voilà, merci de me réveiller, Laureline. Donc, bonsoir à tous. Merci, Laureline. Donc, je vais commencer par ce voyage Eclipse en vous parlant d'abord d'Eclipse en général, de mon expérience en particulier, pour finir par le séjour donc, dans le Scoresby-Sound. Donc, Eclipse 12 août donc 2026. Donc, cette éclipse, en fait, est une éclipse, on va dire, assez exceptionnelle parce qu'elle aura lieu dans un site exceptionnel. Et pour les Français que nous sommes, on se souvient tous de l'éclipse du 11 août 1999, donc il y a déjà 26 ans, si je ne me trompe pas. C'est déjà loin, ça me paraît tellement proche. C'était une éclipse que j'avais attendue pendant des années, l'éclipse de 99, et elle a déjà eu lieu il y a 26 ans. Donc, ce n'est pas un hasard si l'éclipse du 12 août 2026 a lieu un 12 août et celle du 11 août 99 a eu lieu aussi au mois d'août, quasiment à un jour près. Donc, pour ceux qui seront avec nous sur le voyage, je vous expliquerai pourquoi. C'est on va dire, une chose qui est tout à fait explicable. Et ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas un hasard non plus. Cela fait partie, en fait, du monde des éclipses. Ces éclipses qui reviennent, je dirais, au jour près, quasiment quelques années plus tard. Donc, les protagonistes des éclipses, comme vous le savez, ce sont donc le Soleil, la Lune et la Terre. Donc là, je vous ai mis un extrait d'une des conférences que je vous ferai sur ce séjour. Le hasard veut que, connaissant, on va dire, les diamètres, en tout cas apparents de ces différents astres, que le diamètre apparent de la Lune est identique à celui du Soleil. C'est pour ça qu'il est éclipse. Donc, pour qu'il y ait éclipse, il faut évidemment que la Lune cache virtuellement le Soleil. Donc, il faut que son diamètre apparent soit à minima aussi grand que celui du Soleil. Donc, on verra que pour certains types d'éclipses, le diamètre apparent est légèrement plus petit, parfois légèrement plus grand, et cela a un impact, encore une fois, sur l'éclipse, et sur la durée de l'éclipse, et sur le type d'éclipse. Donc, les éclipses, on confond souvent deux types d'éclipses, les éclipses de Lune et les éclipses de Soleil. La particularité des éclipses de Lune, donc qui sont en bas sur l'image, c'est qu'elles sont visibles quasiment de tous les points de la Terre situés dans l'obscurité. C'est-à-dire que s'il y a une éclipse de Lune, tous les gens habitant sur la partie terrestre dans la pénombre, en fait, pourront voir l'éclipse, donc plus ou moins haut au niveau du zénith par rapport à ce qu'on appelle l'azimut. En tout cas, une grande partie de la population terrestre pour avoir une éclipse de Lune. Par contre, les éclipses solaires sont visibles uniquement en un endroit précis de la Terre, et c'est un petit peu le problème, je dirais, des éclipses de Soleil, c'est qu'il faut se situer, il faut se déplacer, il faut se trouver à l'endroit précis où aura lieu l'éclipse, où aura lieu ce qu'on appelle le fameux cône d'ombre. C'est pour ça que dans une vie d'humain, on a quasiment entre 0 et 1 chance de voir une éclipse en un point donné. Donc, si vous ne bougez pas, vous ne verrez pas d'éclipse solaire, à moins d'avoir vraiment beaucoup de chance et d'en voir, je dirais, 1 à 2 au cours de votre vie si votre lieu d'habitation en fait, se situe sous un passage d'éclipse éventuel. Donc, cette particularité des éclipses de soleil fait qu'il est très rare, voire on va dire exceptionnel, de voir une éclipse de soleil sans se déplacer. Donc, les éclipses, donc cette fameuse mécanique des éclipses est très particulière. Encore une fois, je vous en reparlerai lors du séjour. Et cette mécanique veut qu'il y ait à peu près 2 éclipses solaires par an sur Terre, donc en 2 endroits précis sur Terre, sachant que l'éclipse va balayer un certain secteur de la planète terrestre, et la plupart du temps, les éclipses, comme la Terre est constituée à plus de 70% d'océan, la plupart du temps, les éclipses sont visibles en pleine mer. C'est pour ça qu'on a encore globalement peu de chances d'en voir sur la terre ferme, parce qu'il faut la plupart du temps se déplacer en bateau ou en mer pour voir des éclipses. Donc, si on regarde par exemple l'année 2025, on a eu une éclipse le 29 mars. Donc, c'était d'ailleurs l'éclipse a lieu d'ailleurs le jour où on s'est tous réunis à Grand Espace, notre grande réunion annuelle. Cette éclipse qui était donc partielle, encore une fois, toutes les éclipses ne sont pas totales, a été observée et observable, en tout cas de France. Mais rien à voir avec les éclipses totales. Je le précise bien parce que beaucoup de gens confondent les 2 types d'éclipses. On m'a souvent dit j'ai vu une éclipse, et la plupart du temps, ce sont des éclipses partielles, ce qui, au niveau phénomène et au niveau, je dirais, spectacle, n'a absolument rien à voir. L'éclipse donc de 2026, si vous regardez bien ce tableau des éclipses, je vais vous partager un lien où vous pouvez retrouver ce tableau d'ailleurs. Je vais le faire en direct. Voilà. On constate effectivement qu'il y aura 2 éclipses donc solaires donc en 2026, une annulaire et une totale. Donc, encore une fois, toutes les éclipses ne sont pas totales. Donc, nous, on va parler de l'éclipse totale donc, du fameux 12 août 2026. Et nous serons donc à bord donc, de 2 bateaux.
Alors, ce qui est important dans les éclipses, c'est cette notion de cône d'ombre. Donc, le cône d'ombre, en fait, c'est la zone dans laquelle on doit se trouver pour voir l'éclipse. Et ça, c'est tout le challenge des organisateurs de voyage. Donc, et encore plus pour nous à Grands Espaces, parce qu'on va aller dans un secteur qui est très peu visité, un secteur très sauvage, un secteur aussi peu accessible, mis à part évidemment des bateaux de classe glace. Donc ces éclipses, encore une fois, du bout du monde, c'est encore plus compliqué à voir qu'une éclipse qui aurait lieu comme celle-ci, qui est mentionnée ici sur cette diapositive, qui a lieu donc en France en 99 et qui a balayé la France, hein, du Havre à Strasbourg. Donc toutes les personnes qui n'étaient pas dans le cône d'ombre, qu'on voit ici en fait, notamment, je me souviens encore de l'exemple de mes parents qui étaient restés dans le sud de la région Alsace, qui m'ont dit on l'a vu. Je dis non, vous ne l'avez pas vu, vous avez vu une éclipse partielle, vous l'avez vu à 99%, vous n'avez pas vu l'éclipse. Une éclipse totale, encore une fois, on la voit à l'œil nu, une éclipse partielle, même à 99%, on ne la voit pas sans protection. Donc, c'est impossible de voir l'éclipse. Donc, il est très important, c'est le challenge en fait, qu'on aura ce jour-là, d'être dans la zone de centralité et dans ce fameux cône d'ombre, et au plus près possible, je dirais, de la zone de ce qu'on appelle plus grande éclipse. Alors, voilà. Alors, je ne sais pas si ça a marché. En fait, c'était un petit film. Alors, par contre, comme c'est un diaporama qui est partagé, c'est pas sûr que ça marche. Je voulais montrer l'éclipse, mais c'est pas grave. On ne va pas perdre de temps. Alors, pour parler de... Voilà, on a parlé un petit peu, Laureline, mon expérience en éclipse. Alors, je suis dans un club d'astronomie depuis 35 ans. Et mon dada, c'est un petit peu d'être ce qu'on appelle un chasseur d'éclipses amateur. Donc là, j'ai eu des publications, notamment dans un magazine que certains connaissent peut-être, qui s'appelle Ciel et Espace. Hein. Donc, une éclipse, ici en bas à droite, c'est une de mes photos qui avait été publiée, une éclipse à Madagascar. Là, une autre éclipse qui a été publiée aussi, donc, qui a lieu en Chine, et une autre éclipse aussi au Chili. Donc, on est quelques chasseurs d'éclipses, on va dire, et on partage nos photos dans des magazines spécialisés. Donc, c'est toujours sympa de voir nos photos publiées dans un magazine national. Alors, pour parler de l'Arctique, alors, pour ceux qui ont eu la chance de la voir, cette éclipse partielle donc, en Alsace, donc l'éclipse du 20 mars 2015, c'était une éclipse partielle parce que nous n'étions pas en Alsace dans le fameux cône d'ombre, nous étions trop loin du cône d'ombre, mais il faut savoir que cette éclipse était totale à un autre endroit du globe, elle était totale au Svalbard. Donc si on voit le cône d'ombre de centralité de cette éclipse, donc on la voit qui remonte, hein, c'est l'espèce de grand entonnoir qui remonte vers le Svalbard, vers le Spitzberg. Bah, cette éclipse, encore une fois, pour la voir, il fallait être au Spitzberg ce jour-là. Et les gens qui étaient restés donc, en Europe, en tout cas en France, ont vu l'éclipse, mais de manière uniquement partielle. Donc, ils l'ont vu uniquement de cette manière-là, ce qui est déjà très sympathique hein, de la voir de cette manière-là, mais encore une fois, ce n'est pas une éclipse totale. Ceux qui étaient à Longyearbyen l'ont vu comme ça. Donc, c'est un peu le genre d'image qu'on espère, en fait, en tout cas dans le Scoresby, hein, c'est de voir un ciel noir, un soleil noir, comme on dit, sur un fond de ciel étoilé, avec évidemment les paysages fantastiques du Scoresby. Donc, pour parler de l'éclipse, là, je vous montre la brochure qui concerne le Grand Explorer. Donc, il y a 2 bateaux qui partiront voir l'éclipse. Hein, donc, le nouveau bateau, le Terra Nova, hein, et puis effectivement le Grand Explorer. Cette éclipse, en fait, aura lieu dans le Scoresby. Donc, si on regarde le, je dirais, trajet de l'éclipse que vous allez retrouver sur le site dont je viens de partager le lien, cette éclipse va partir de la péninsule de Taimyr en Russie. Elle va longer complètement l'est du Groenland. Et le petit point rouge, en fait, ce qu'on appelle la grande éclipse, ou the greatest eclipse. Donc, c'est l'endroit où il faut se trouver absolument pour voir l'éclipse au mieux. Donc, l'éclipse, c'est-à-dire la plus longue, la plus visuelle, la plus visible, la plus belle. Sachant que les éclipses, ça fait quand même partie des spectacles les plus beaux que la nature puisse offrir. Tant qu'on n'en a pas encore vu une, je pense qu'on ne peut pas imaginer ce que c'est. C'est très, très, très émouvant. Enfin, c'est un spectacle que le cerveau humain a l'habitude de voir. Et c'est toujours difficile d'expliquer ce que c'est qu'une éclipse, puisqu'il y a à la fois le visuel et le sensation aussi. Donc la sensation est tout à fait exceptionnelle. Donc il faut se situer dans ce secteur-là pour voir l'éclipse, le petit soleil rouge. L'éclipse va continuer de parcourir l'est du Groenland vers l'ouest de l'Islande et pour continuer sa course vers l'Espagne où elle sera en fin de journée, donc avec une visibilité beaucoup plus faible, beaucoup plus courte. En gros, si on est vers le haut, vers la Russie, ou si on est vers le bas du trajet écliptique, donc vers l'Espagne, on a beaucoup moins de chances de voir l'éclipse sur une moins longue durée et de manière moins optimale. Donc, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure, c'est que pour voir une éclipse dans une ville, il faut bouger. Non seulement il faut bouger, mais en plus, il faut se trouver dans la zone de centralité. La zone de centralité, sur le trajet qu'on voit ici plus en détail, c'est le trait bleu, la ligne bleue. Donc, si on se trouve sur la ligne bleue, là, on voit l'éclipse
à son maximum. Là, on est vraiment au maximum de la durée de l'éclipse. Donc, cette éclipse, elle va durer plus de 2 minutes. Donc, c'est une durée très longue par rapport à certaines éclipses qui durent des fois moins de 30 secondes. Alors, il y a des records, effectivement, il y a des éclipses qui peuvent durer jusqu'à 6-7 minutes. Donc, ça, c'est les cas exceptionnels. L'éclipse donc sera effectivement, elle va balayer la l'est du Groenland, elle va se diriger vers l'ouest donc de l'Islande. Vous voyez qu'une grande partie de l'éclipse en fait sera sur la calotte ou en mer. Très compliqué d'observer une éclipse en mer la plupart du temps, parce que si on veut, surtout pour les photographes, si on veut faire des photos d'éclipse, notamment de la phase totale, c'est difficile s'il y a de la houle. Donc c'est mieux d'être soit à terre ou dans un fond de fjord, en tout cas dans une zone en fait qui n'a pas de houle. Donc, c'est un peu l'idée du voyage dans l'espace, c'est d'aller se diriger vers le fond du fjord de Scoresby pour observer cette éclipse dans un endroit optimal et au plus proche de cette zone dite de centralité, de cette zone dite de grande éclipse, donc le trait bleu sur l'image. Donc, pour parler de ce voyage, en fait, l'idée, c'est d'aller évidemment dans un endroit où peu de gens iront, c'est d'être dans un secteur qui est absolument fantastique, c'est le plus grand fjord du monde. Donc, je parlais de voir la phase écliptique la plus grande. Donc, on sera à la fois sur une phase écliptique la plus grande, pour cette éclipse en particulier, dans le plus grand fjord du monde, plus de 330 km de long, avec des glaciers aussi gigantesques, des icebergs, des grands icebergs, une grande éclipse, des grands fjords. Donc, on aura la chance de voyager dans un secteur, encore une fois, où tout sera grandiose, les paysages sont grandioses. Et ce séjour, en fait, va nous emmener dans ce fond du Scoresby. Donc, on verra ici, vous voyez, ça, c'est le secteur où on pourra voir l'éclipse. Alors, on verra dans les jours qui précèdent l'éclipse, ce sera notre analyse aussi critique ce jour-là, où on pourra positionner le bateau au mieux pour justement voir l'éclipse dans les meilleures conditions, c'est-à-dire à la fois météorologique et à la fois aussi au niveau de la position par rapport aussi au relief. Et donc, on a aussi une autre contrainte, c'est que dans certains secteurs de ces fonds de fjord, il y a des zones qui sont malheureusement devenues interdites à cause ou en raison de la chasse au narval par les locaux. Donc, on va prendre en compte tous ces aspects, tous ces paramètres en fait pour placer le bateau le mieux possible au plus proche de la ligne de centralité pour avoir l'éclipse la plus grande en termes de durée. Et le séjour lui-même, évidemment, ne va pas s'arrêter à l'éclipse. Alors, l'éclipse, ce sera évidemment la cerise sur le gâteau. Imaginez que déjà voir une éclipse dans une vie, c'est assez extraordinaire. Voir une éclipse dans un secteur reculé de la planète, c'est génial. Et la voir en plus en Arctique, au Groenland, dans le Scoresby, je pense que ce serait vraiment l'éclipse, je ne veux pas dire du siècle, mais quasiment, parce que ce serait vraiment, je dirais, pour les participants, le souvenir vraiment d'une vie que de voir cette éclipse dans ce secteur-là. Donc, encore une fois, le voyage ne s'arrêtera pas à l'éclipse, qu'on va faire un petit tour du parc naturel du nord-est Groenland, le plus grand parc naturel du monde, près d'1 million de kilomètres carrés. Donc, imaginez, c'est 2 fois la taille de la France, donc c'est absolument fantastique. Et pour ceux qui n'ont pas encore acheté, je vous conseille d'acheter le livre de Christian. Je fais un petit coup de pub. Voilà. Le livre de Christian, je ne sais pas si on le voit sur le nord-est du Groenland. Voilà. On ne voit pas bien l'image parce que tout est totalement détaillé dans ce livre. En fait, tout le secteur du nord-est du Groenland est détaillé dans ce livre, et même plus, avec une grande partie aussi sur l'histoire du Groenland. Donc, on va remonter notamment dans le fjord de Franz Kaiser Joseph, de l'empereur François-Joseph, avec des abrupts, notamment à Testupan, des abrupts de près de 1800 mètres de haut, des falaises fantastiques, des roches colorées, c'est absolument fantastique. Donc, l'éclipse, c'est clair que c'est la cerise un peu sur le gâteau de ce voyage, mais ne venez pas que pour l'éclipse, venez aussi pour le voyage lui-même, et surtout d'ailleurs pour le voyage lui-même, avec en ligne de mire évidemment la carotte, cette fameuse éclipse totale de soleil. Donc voilà, donc j'en ai fini pour l'éclipse. Donc encore une fois, les personnes qui ont déjà vu des éclipses sans doute savent de quoi je parle au niveau émotion. Pour les personnes qui n'ont jamais vu d'éclipse dans leur vie, en tout cas pas d'éclipse totale de soleil, je vous invite vraiment à signer pour ce voyage et à nous accompagner sur ce voyage spécial éclipse. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Merci Fabrice pour la présentation de ce premier voyage. Alors j'ai remis, donc effectivement on ne voyait pas très bien le livre de Christian que tu présentais, donc je l'ai remis pour tous dans le chat, le lien vers le livre sur le parc national du Groenland écrit par Christian Kempf. Et puis, je vous mets également le lien vers un article très intéressant que Fabrice lui-même avait écrit pour Grands Espaces concernant les éclipses. Donc, si vous, vous voulez retrouver des informations sur ce que Fabrice vient de nous expliquer et de relire un petit peu tout ce qui concerne les éclipses, je vous ai mis le lien
dans le chat. Et puis à présent, nous allons passer donc aux itinéraires donc, dans le parc national du Groenland avec Christian. Entendu. Je voudrais d'abord répondre à certaines questions sur l'éclipse. D'abord, nous avons effectivement 3 bateaux qui seront dans ce secteur, mais il y aura d'autres bateaux. Il y aura d'autres bateaux et il y aura une coordination qui sera faite, et notamment pour aller à terre, pour les personnes qui le désirent, pour avoir plus de stabilité le cas échéant. Néanmoins, il reste que les bateaux seront extrêmement stables. On a là ici un bateau qui est 2 fois plus large que l'Ocean Nova, par exemple, qui a des stabilisateurs, et à l'intérieur des fjords, vous l'avez vu, le trajet principal de l'éclipse se trouve environ 100 km à l'intérieur des fjords. Les parois sont abruptes. Les vents peuvent être catapathiques. Il peut y avoir un vent catapathique, mais qui ne se lève pas de grandes vagues. Donc, le bateau sera stable. Ensuite, évidemment, il peut y avoir des nuages aussi. Et c'est pour ça qu'il y a 3 lieux particulier, et 48 heures avant, 24 heures avant, 12 heures avant, on sera extrêmement sensible à l'ennuagement. Les précipitations viennent en général de l'ouest, se déchargent au sommet. Nous sommes à Skogsvistun que 450 km environ de Summit Station, de station sommitale, et qui est le plus haut point. Et c'est bien pour ça que la région où nous allons s'appelle la rivière Arctique. Ce n'est pas pour ça, parce qu'elle s'appelle la rivière Arctique, qu'on peut garantir le beau temps. Pas du tout. Il peut pleuvoir, il peut y avoir un orage en Méditerranée, comme il peut pleuvoir dans cette région. Mais néanmoins, on va tout faire, je dirais, pour éviter ces nuages. Alors pour ma part, je voudrais maintenant vous emmener effectivement dans un aller, dans un retour, et au milieu, on restera au Spitzberg, et c'est Xavier qui en parlera, vers certainement la région la moins connue, l'une des moins connues de l'Arctique. Il y a peut-être 6-7 000 personnes qui vont sur la côte est du Groenland contre 65 000 au Spitzberg en croisière. La région la plus extraordinaire et la plus isolée. C'est vraiment le pays des superlatifs que cette côte nord-est du Groenland. C'est l'endroit où il y a d'abord le plus grand parc national, l'endroit où il y a les plus grands icebergs tabulaires de tout l'Arctique, l'endroit où il y a le plus grand fjord du monde, l'endroit où il y a la plus grande barrière de banquise, 3000 km3 de banquise qui descendent de l'océan Arctique tous les ans, l'endroit où il y a la plus haute falaise côtière du monde avec 2100 mètres, l'endroit où il y a la plus grande montagne de l'Arctique avec le mont Gunborg, l'endroit où il y a évidemment la plus grande calotte de l'Arctique, l'endroit où il y a également les restes de trappeurs les plus évidents dans tout l'Arctique, de même que les restes des anciennes civilisations inuites qui sont là les plus intéressants, les plus importants. Le village le plus isolé du Groenland, et j'arrête là, nous sommes vraiment au pays des superlatifs qu'on va voir maintenant en images. Quand on voit l'Arctique de manière générale, il y a d'abord cette grande tache blanche qui est le Groenland, et c'est vers ça que nous allons, ça veut dire qu'on verra de la glace. On verra aussi une région préservée. Nous avons 972 000 km², pratiquement 2 fois la superficie de la France, qui constitue ici en orange le plus grand parc national du monde. La porte d'entrée, un village de 352 habitants, Itokortormit, l'endroit où il y a les grandes maisons, qui fête cette année son centenaire et qui sera la porte d'entrée pour ce voyage extraordinaire qui se passera toujours un petit peu en lisière de banquise. La banquise, malgré sa raréfaction de plus en plus importante et catastrophique en Arctique, environ 90 000 km² par an, a toujours dans l'Arctique une présence et elle se vidange dans ce qu'on appelle le détroit de Fram, entre le Spitzberg et le Groenland, et c'est là que nous allons rencontrer cette banquise. Cette banquise à laquelle le bateau est habitué, cette banquise avec le fond d'iceberg et de montagnes du Groenland où l'on trouve les ours, mais nous ne verrons pas que la glace de mer avec ces ours,
nous verrons surtout ces grands icebergs. Ces icebergs qui forgent et qui forment les paysages, ces champs d'icebergs de la côte nord-est du Groenland. C'est l'une des grandes caractéristiques que ces grands champs d'icebergs que nous irons visiter. Je vous ai parlé des restes de civilisations inuites, qui sont des restes de tentes, des civilisations qu'on appelle indépendances de Dorset, civilisation de Tuile, et plus récentes également, mais qui seront expliquées par deux intervenants absolument passionnants qui seront à bord de nos croisières groenlandaises et qui connaissent ces civilisations. De même que nous aurons évidemment des exposés sur les baleines et l'époque des baleiniers, moins importante que Spitsberg ou Jan Mayen, mais en revanche, sachez que c'est là, au large de Scoresby, que s'est passée la plus grande catastrophe baleinière, non pas à force de tuer des baleines, mais c'est là que 40 bateaux baleiniers ont été crashés, ont été pris dans la banquise en 1777, provoquant avant le Titanic la plus grande catastrophe humaine qui s'est passée en Arctique, au large de Scoresby Sound, et c'était avec des baleiniers. Et puis les restes de trappeurs, également des chasseurs actuels dans le Scoresby Sound, et nous nous intéressons ici à la fleur nationale du Groenland, l'épilobes, toujours rouloyé, avec ses paysages de grand soleil et avec ses paysages du Groenland, de grandes vallées où se plaisent les animaux. Ce qui nous intéressera, et c'est surtout le cas sur le deuxième voyage, le voyage qui part du Spitsberg, nous irons tout le plus haut possible au nord, car c'est là que la calotte vient en mer dans un énorme flux qu'on appelle le North East Greenland Ice Stream, le fleuve de glace du nord-est du Groenland. Sur plus de 260 km, la glace fond, d'où ces lagons bleus que l'on voit, mais coule vers la mer en dégageant des icebergs tabulaires absolument gigantesques. C'est pour là qu'on a évidemment des grands icebergs tabulaires en Antarctique. On peut en avoir également sur l'ouest du Groenland, rarement, mais c'est surtout sur l'est du Groenland qu'on a ces grands champs d'icebergs tabulaires et nous irons évidemment à leur rencontre. Des icebergs autres aussi, ici c'est le Nanook qui pose, je dirais, devant les paysages de Antarctic Sound, les paysages de ce fjord tout à fait particulier, car les fjords du Groenland sont également riches d'icebergs, vous le voyez ici, mais également de leur géologie, de leur faune. Nous avons réalisé plusieurs fois des voyages au Groenland, on a toujours vu des ours, parfois jusqu'à 20 ours ou plus. C'est un lieu où la population d'ours se porte bien. Et puis évidemment, on voit traditionnellement les bœufs musqués, ces petits taurillons mi-chèvre, mi-bœuf, qui se trouvent là. Un quart de la population mondiale de bœufs musqués, des quelques 150 000 bœufs musqués, se trouve sur la côte est du Groenland, dans le parc national du Nord-Est. Évidemment, le lièvre arctique, qui se croit plus blanc que la neige, n'est pas visible. Et puis, dans l'eau, nous aurons certainement la chance de voir l'une ou l'autre baleine, notamment les baleines à bosse que nous voyons ici. Et je termine cette photo pour vous dire que, notamment lors du deuxième voyage, nous devrions voir les magnifiques aurores boréales qui sont l'une des caractéristiques de cette région. Le nord-est du Groenland, une région très peu connue, la région où l'un des immenses, enfin deux des immenses connaisseurs de l'Arctique sont allés, le commandant Charcot, qui a dit que c'était sa région d'amour, et Paul-Émile Victor, qui a dit, a-t-il eu raison? Non, je n'en sais rien, mais la plus belle région du monde. Moi, je vous dis ce soir que c'est la plus belle région de l'Arctique, tout simplement, mais il n'y a pas que le Groenland, il y a le Spitsberg aussi, et ces ours là-bas, au large de la banquise. Je sais que c'est Xavier qui va nous en parler. Hop. Alors, merci Christian pour les infos sur le Groenland. Alors moi, c'est Xavier, juste une introduction. Alors moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour Grands Espaces et depuis quelques années, maintenant, je fais chef d'expédition sur différents bateaux, dont le Grand Explorer, le Nanook et l'Ocean Nova l'été dernier et maintenant sur le Terra Nova. Donc, je ferai partie de l'équipe en tant que chef d'expédition sur 2 séjours, dont celui-ci qui ira au nord de l'archipel du Spitsberg, du Svalbard. C'est vraiment un séjour qui va être dédié pour la recherche et l'approche des ours blancs, parce que maintenant, avec les nouvelles réglementations au Spitsberg faites par les Norvégiens, qui nous ont contraints à laisser une distance
qui fluctue d'après la période où on va visiter l'archipel entre 500 et 300 mètres. Mais on est tous un peu dans le même avis. Hein. Ces ours sur l'archipel sont protégés par cette loi, mais de toute façon, toutes nos approches d'ours sont toujours faites de bonne façon pour éviter de perturber la faune. Donc, c'est pour ça qu'on va vous proposer ce séjour spécial ours au-delà de la réglementation de l'archipel, mais sans oublier, bien sûr, la richesse de cette zone. Alors, Christian a bien parlé en grande taille, en grand champ d'iceberg. Ici, le Svalbard, le Spitsberg, c'est beaucoup plus réduit, beaucoup plus petit, mais on peut vraiment voir un panel de tout ce que le haut Arctique peut nous réserver entre des grandes colonies de morses, les ours blancs, bien sûr, les renards, les grandes colonies d'oiseaux, hein, comme Alkefjellet. Hein. Certes, le séjour est vraiment dédié pour la recherche sur la banquise, passer beaucoup de temps sur la banquise, parce que ce sera l'endroit, dès qu'on est hors de la réglementation, où on peut s'approcher toujours à bonne distance, dans le respect de l'animal, mais quand il est dans de bonnes conditions, on peut s'approcher vraiment tout près, à une cinquantaine de mètres, donc vraiment avoir une approche très agréable de cet emblème de l'Arctique. Mais à côté de ça, il y a aussi tout ce qui est falaise à oiseaux, hein, comme à Alkefjellet, une grande colonie d'oiseaux, hein, plusieurs milliers d'oiseaux qui viennent se reproduire. C'est vrai qu'on va vraiment couper le voyage en deux thèmes, hein, les grands classiques de l'archipel avec l'île Blanche, aussi les 7 îles et aussi le nord-ouest, hein, qui seront des lieux assez intéressants à visiter pour l'histoire et pour les paysages, hein, comme la grande barrière de glace de la Terre du Nord-Est, hein, qui est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Donc, c'est vraiment, même pour ceux qui n'ont jamais été au Spitsberg, au Svalbard, c'est vraiment une belle découverte, même si on met un point d'honneur à mettre du temps à profiter de la banquise, hein, parce que d'ici quelques dizaines d'années, certainement, elle aura bien disparu, et même d'été en été, on voit qu'elle est de plus en plus loin. Donc, le fait de monter la chercher à cette période, au mois de fin août, début septembre, il va falloir un peu de temps. Et une fois qu'on est dedans, on va vraiment naviguer un peu au contact de cette banquise, rentrer un peu à l'intérieur, flirter avec elle, aussi bien avec le Terra Nova qu'avec les annexes, hein, les Zodiacs. Hein. C'est pour ça que le bateau est vraiment très intéressant. Hein, comme l'a dit Laureline, c'est un bateau qui apporte du confort, mais on garde toujours cet esprit expédition. Et moi, j'aime beaucoup ça, ce côté expédition où il n'y a pas d'heure. En plus, c'est l'été, donc il fait jour tout le temps. Et s'il y a quelque chose à voir, tout de suite, on met les Zodiacs, ou même le bateau en lui-même peut s'approcher tout doucement de ce qu'on veut observer de plus près, hein, parce qu'on peut faire les approches d'ours aussi bien depuis le bateau que depuis les embarcations. Donc, ça apporte un peu un renouveau pour grands espaces avec ce Terra Nova, hein, sans oublier les petits bateaux comme Christian l'a expliqué. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits par la taille qu'ils ne font pas du bon boulot. Hein. Moi, j'aime beaucoup guider aussi sur ces petites unités, le Nanook et le Grand Explorer, hein, qui permettent vraiment d'approcher d'une façon plus intime encore ces contrées très sauvages. Mais pour ceux qui n'aiment pas trop la promiscuité des 12 passagers, c'est pour ça qu'il y a ce grand bateau qui arrive pour l'année prochaine. Alors, je vais faire défiler un peu les photos. Hein. Là, j'ai mis un petit peu la carte pour vous situer un peu où est-ce qu'on va passer. Donc, vous voyez un peu l'itinéraire. Hein. Ce qui est avantageux, c'est qu'on va pouvoir arriver directement avec des vols charters tranquilles, sans faire d'escale, directement à Longyearbyen. Et tout de suite, on embarque et le lendemain, on est déjà dans le vif du sujet au niveau fjord de Smeringbourg, nord-ouest. Alors, tous ces noms-là, hein, c'est sûr que sur les brochures, les catalogues, on vous donne un peu des noms de lieux pour vous permettre un peu de vous identifier, voir un petit peu ce qu'il y a à voir, mais ça va être très dépendant de la météo. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi qu'une expédition, c'est d'abord la sécurité qui prime en premier. Donc, la météo est très importante, hein, parce que s'il y a des grosses vagues, beaucoup de vent, on ne peut pas faire grand-chose. Tous ces endroits-là sont quand même très protégés en été de ces grosses dépressions qui arrivent plus tard en saison. Mais en tout cas, c'est la météo qui décide. En tout cas, on met tout en avant pour que les expéditions soient le mieux réussies avec le maximum d'activités. Hein. C'est ce qui est le plus important pour nous, c'est vraiment ça. Hein, c'est pouvoir vous montrer les différentes facettes des lieux à visiter. Et une fois que vous avez bien assimilé ça, que la météo décide un peu pour nous, après, il faut juste vous laisser bercer par le bateau, hein, donc celui-ci qui est bien robuste pour affronter un peu les vagues, mais tous ces endroits-là sont plutôt calmes de grosses tempêtes
durant la fin d'été, fin août, mois d'août, septembre, tout ça, ça reste des conditions assez clémentes. Et en tout cas, on va aller au plus près du terrain en étant très opportuniste. Dès qu'il y a des bonnes conditions, des belles choses à observer, tout de suite, on est très rapide, même si c'est un bateau un peu plus gros que l'Ocean Nova. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous. J'ai essayé de regarder un peu tous les participants qui lancent là ce soir. J'ai vu des noms qui me disent déjà quelque chose. Donc, je pense que vous connaissez tous un peu l'Ocean Nova. Ce n'est pas parce que celui-ci il est plus gros qu'on va être plus lent à faire des débarquements, vu qu'on peut embarquer de chaque côté, on sera plus nombreux, etc. Une fois sur le terrain, en fait, on ne se rendra pas compte qu'on est un peu plus nombreux que l'Ocean Nova. Après, ce n'est pas non plus 200 passagers, ça reste quand même une unité de moins de 100 personnes. L'Ocean Nova, c'était jusqu'à 70, donc une trentaine de personnes de plus, c'est toujours un peu plus, mais bon, ça permet quand même d'aller visiter des endroits assez inaccessibles avec ce nouveau bateau. Donc tout ça, il ne faut pas trop s'inquiéter sur le fait qu'il y a un peu plus de monde, qu'ils soient un peu plus gros. C'est avantageux surtout, c'est qu'il y a plus d'espace pour tout le monde. J'ai vu sur des inquiétudes, sur les salons de conférences, tout ça, ça a été bien étudié. Il faut faire confiance à Christian sur les choix qu'il fait sur les bateaux. Mais en tout cas, je mets quelques images. Voilà ce qu'on va rechercher. C'est ces observations assez incroyables d'ours blanc dans son milieu, parce qu'on a tous un peu cette idée de l'ours blanc dans la banquise. Certes, c'est toujours sympa de voir les ours à terre sur une zone côtière. À l'époque où on va, il y a quasiment plus de neige, même quasiment pas de neige sur le relief. Donc, cette image un peu de l'ours idyllique, on le retrouve seulement sur la banquise. C'est pour ça, même au Groenland, les itinéraires vont flirter également avec la banquise pour pouvoir tenter d'observer ça. Mais là-bas, on aura plus de chances de les voir à terre parce qu'il y a moins de réglementation. Donc, ce qui est un peu avantageux, ceux qui veulent voir de l'ours à terre très proche, aller plutôt au Groenland, et plutôt de l'ours très proche sur la banquise, le Spitzberg est vraiment très réputé pour ça. Alors, je ne sais pas si on voit la flèche que je mets là. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, les ours ne sont pas partout. Il y a quand même des sites où on peut les trouver plus facilement. Il y aura des conférences qui vont vous expliquer, mais le but, c'est vraiment de monter au nord des 7 îles, parce que c'est des endroits où les fonds marins ne sont pas très profonds. Donc, il y a encore beaucoup de vie, dont les phoques qui viennent s'alimenter, ce qui fait que s'il y a des phoques, il y a forcément des ours dessus. Et cet été, là, les belles observations qui ont été faites, c'était dans ce secteur-là, au nord des 7 îles, là, vous pouvez voir sur la carte. Donc ça, c'est un lieu très, très propice. Alors, on verra où la banquise se trouve à la période où on y sera. Et le deuxième endroit très propice, c'est au nord de l'île Blanche, parce qu'on n'y va pas non plus à l'aveugle. On connaît quand même bien notre terrain. Ce n'est pas tout le temps au pif-au-mètre comme ça. On sait quand même où trouver les choses. Donc, au nord de l'île Blanche, pareil, il y a un autre endroit où il y a quelques années, incroyable, on avait laissé l'Ocean Nova toute une nuit dans la banquise et ce sont les ours blancs qui venaient au bateau. Parce que un bruit, une odeur, et là, vu qu'on a vraiment 3 journées complètes, le bateau va pouvoir rester toute la nuit tranquille et laisser la nature faire ce qu'elle sait faire de mieux, quoi. C'est nous émerveiller, parce que des fois, être toujours dans l'action, toujours plus aller naviguer, des fois, on passe à côté des choses, que de voir ce côté-là un petit peu différent, vu qu'on a vraiment 3 jours pleins spécial banquise, c'est de laisser faire les choses. On arrive, on regarde, on patiente, et là, d'un coup, les choses se mettent en place, on comprend mieux les choses. C'est pour ça qu'il y a vraiment cet itinéraire fin août, début septembre dédié à la banquise, en plus de l'archipel du Spitzberg-Svalbard, avec, comme je vous ai dit, des sites assez incroyables sur la terre du Nord-Est, le Nord-Ouest, et aussi sur le nord du Spitzberg. Alors, je vous remets quelques photos. Voilà un petit peu ce qu'on recherche comme paysage. Là, on voit un Zodiac perdu au milieu de cette banquise, en train de naviguer. Donc, il y aura durant les journées des sorties dédiées juste à de la belle navigation au contact de la banquise. Naviguer, passer entre, vous expliquer qu'est-ce qu'un humoc, un bumoc. Puis, toujours pareil, scruter l'horizon, parce qu'on peut aussi bien les voir depuis le bateau que depuis ces Zodiacs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, encore une belle photo d'ours. Vous voyez, ce sont des photos qui ont été prises depuis l'Ocean Nova, pas forcément depuis directement les Zodiacs. Donc, ça permet maintenant, avec ce bateau, et surtout d'être hors de la réglementation du Spitzberg, de pouvoir les approcher de façon respectueuse, mais plus proche que ce que les Sisselman nous imposent sur le reste de l'archipel. Et bien sûr, une fois qu'il y a une belle plaque, ça on le fera certainement plusieurs fois, vu qu'on est vraiment assez longtemps dans cette banquise, c'est de débarquer. On trouvera des belles plaques, il y a pas mal de choses à découvrir, et puis se laisser dériver sur cette banquise
durant plusieurs minutes, pourquoi pas une bonne heure, plusieurs heures, juste le temps de profiter de l'endroit, l'instant, et de réaliser que tout ça, c'est un océan de glace qui est en perpétuel mouvement et malheureusement, il est en train de disparaître tout doucement, hein. Peut-être les dernières générations à pouvoir voir ça aussi facilement, hein, Alors voilà une autre image, ça c'est vu de drone, hein. Le milieu banquise reste quand même quelque chose d'assez plat, hein. Quand on voit l'image ici, hein, on voit que c'est un relief qui est assez plat, hein. Il n'y a pas de haut relief à centaines de mètres, hein. Ça, c'est plutôt les grands icebergs du Groenland. Ici, c'est plutôt de la banquise saisonnière ou plurisaisonnière, où on peut avoir des hummocks de 10-15 mètres de haut, mais pas plus. Donc, ça, ce sont des images plutôt vues de drone, ce qui nous permet de nous rendre compte un petit peu de l'ambiance qu'on va avoir durant ces 3 jours dans la banquise. Alors là, c'est la dernière image. Alors après, c'est un petit peu la thématique de ce séjour, hein, mais comme je vous ai dit, il y aura aussi les approches de morses, les approches aussi de falaises à oiseaux, hein, très réputées, hein. L'archipel du Spitzberg-Svalbard, c'est un lieu où l'été, il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent se reproduire. Alors, on arrive quand même un petit peu en fin de saison. Les grandes colonies seront parties, hein. C'est plutôt au mois de juin qui est une grosse activité, hein, mais fin août, début septembre, il y a encore pas mal de choses à voir avec différentes espèces qui ne sont pas forcément parties pour les grandes migrations. Et après, il y aura aussi tout ce qui est rennes et les renards qui maraudent assez régulièrement. Et puis, bien sûr, toutes les espèces de phoques. Alors, pas de bœufs musqués, hein. Les bœufs musqués, c'est vraiment sur le Groenland. Donc, après, ça sera un peu à vous de choisir un peu votre destination. Moi, alors après, ça dépend aussi du temps que vous avez, aussi un peu ce que vous pouvez sortir de la poche. Il ne faut pas se leurrer, hein. Il y a quand même des coûts, mais c'est sûr qu'avec ce bateau l'année prochaine, le lieu où on sera, à l'époque où on est, moi, je pense que ça vaut le coup de faire le Spitzberg et après enchaîner directement avec celle que Christian a parlé, hein, celle où on peut monter jusqu'à l'île de Norvège. Alors, je serai également le chef d'expédition dessus, hein. Donc, c'est vraiment un lieu, pour moi, je pense, c'est un peu ces dernières terres encore inexplorées, hein. On verra un peu avec le bateau, hein. Moi, j'ai un peu hâte de cette croisière un peu tout au nord. On verra un peu, hein. C'est des endroits où le Groenland, c'est des derniers lieux où il y a eu de la cartographie. Donc, pourquoi pas à nous de jouer un petit peu avec ce Terra Nova et de monter le plus au nord. Ça va être un peu une vraie expédition parce que là, il n'y a rien qui a été vraiment exploré par des bateaux de croisière. Donc, ça peut être vraiment un beau challenge pour ceux qui aiment l'aventure. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, après, je n'ai pas trop regardé les questions qu'il y avait à côté, mais en tout cas, je pense que l'équipe Grands Espaces à Beaune seront là pour répondre à tout ça. Merci. Voilà, ouais, merci Xavier, merci à tous pour ces présentations de voyage. Alors c'est vrai que on a plutôt répondu quelques questions dont les réponses ont été mises directement dans le chat. Questions éclipses qu'on a déjà vues. Donc, Christian a partiellement répondu. La question, c'était « Descendrons-nous à terre pour observer l'éclipse ?» Vous en avez un peu parlé, Christian. On peut peut-être redire un mot là-dessus. Si Fabrice veut dire quelque chose, en ce qui me concerne, ce sera plus une question d'organisation avec les autres bateaux, hein, parce que, évidemment, nous ne serons pas les seuls à vouloir voir cette éclipse. Et d'un autre côté, je vous le dis avec beaucoup de sincérité, je ne sais pas encore où exactement nous allons la voir. Il y a 3 fjords, alors non 4 fjords, mais il y en a un qui est interdit, le Gåsefjord, hein, et le E-fjord, le B-fjord, qui est l'Osfjord. Il y a 3 fjords où on peut se positionner. Je sais que tous les bateaux vont aller dans un fjord, hein, qui est connu, et nous irons s'il fait beau aussi, c'est évident. Mais ce n'est pas le fjord le plus évasé, vous voyez. Donc, à voir, hein. Mais c'est évident que les gens seront sur les bateaux et qu'il y aura des gens qui iront à terre, c'est clair. Et quand je dis des gens, je veux pas casser le voyage, c'est mon intérêt de faire en sorte que vous veniez. Mais c'est surtout mon intérêt d'être franc et clair. Il y aura sur zone, probablement à peu près, attention de ne pas vous faire peur, 1 millier de personnes dans les bateaux. Car il y aura un bateau de 200 places, il y aura un bateau de 300 places, il y aura un voilier de 12 places, il y aura nous, etc. etc. Quand je dis 1000, il ne faut pas s'imaginer qu'il y aura une manifestation de 1000 personnes à terre, pas du tout. Mais il peut y avoir très bien une centaine de personnes en petits groupes de 10 à terre. Voilà. C'est un ordre d'idée, mais je dois être sincère, franc, et de ne pas vous laisser imaginer comme quoi nous serons les seuls. On ne sera pas les seuls.
Merci Christian pour cette réponse. Et Alors, je vais juste rajouter quelque chose par rapport aux éclipses pour les photographes, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a peut-être une question purement technique. Si on est à terre, c'est sûr que le sol ne bouge pas pour faire de la photo. C'est plus simple sur un bateau, sachant qu'on sera de toute façon dans un front de fjord, que les fronts de fjord, de toute façon, c'est calme. Donc, pour faire des photos d'éclipse, c'est pas comme les photos d'aurore boréale, par exemple, où c'est vrai que si on n'a pas une grande stabilité, c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir une photo nette. L'éclipse, même totale, il y a toujours de la lumière. Donc, c'est-à-dire que les photos, c'est quand même des photos rapides. C'est-à-dire qu'une photo accepte un micro-mouvement, quoi. Encore une fois, ce sera un bateau stabilisé, on sera dans un front de fjord, donc je ne suis pas inquiet du tout pour la photographie. Donc, même si on ne peut pas tous aller à terre, pour moi, je ne suis pas du tout inquiet, parce que c'est de la photo d'éclipse, avec encore une lumière de la couronne donc solaire très forte, et avec des prises de photos rapides. Donc, qui ne seront vraiment pas influencées par un micro-mouvement éventuel, s'il y a un peu de vent, de micro-houle dans un front de fjord éventuellement, quoi. Et quant à moi, si vous permettez, je voudrais réagir sur les questions relatives aux drones. Il y a 3 zones. Au Spitzberg, les drones sont interdits. Ne soyez pas étonnés. Si le cas échéant, nous utilisons un drone, pour des raisons commerciales, les drones peuvent être autorisés. Si l'administration norvégienne l'accepte. Au Groenland, c'est possible, mais il faut demander l'autorisation, et cela très tôt en amont. Nous demandons nos autorisations en général au mois de janvier, donc c'est au mois de janvier. Si vous vous inscrivez au mois de mai, on ne pourrait pas faire de drone, hein, ça c'est sûr. Si vous vous inscrivez assez tôt et que vous nous donnez vos qualifications, nous pouvons, c'est l'organisateur qui devra demander l'autorisation drone, et c'est vous qui devez demander à l'autorisation de régulation aérienne, hein, mais c'est possible. Ensuite, en revanche, quand on est en eau internationale, dans la banquise, à plus de 12 000 marins, mais emmenez votre drone. Dronez-les, dronez. Ça nous permettra de voir des ours et de les repérer. Donc, si vous voulez, il y a 3 zones, hein. Le Groenland, autorisation possible, mais très tôt. Spitzberg, interdit. Et sur la banquise, bienvenue, vous nous aiderez à repérer des ours. Alors, je crois qu'il me semble hein, qu'au Groenland, dans le parc national, c'est très réglementé. Je ne suis pas sûre que dans le parc en lui-même, ça soit autorisé. Pardon. Dans le parc national, non. Tout engin volant à moins de 500 mètres de hauteur n'est pas permis. Et voilà, très réglementé aussi au-dessus des habitations, au-dessus de la faune, mais ça va de soi, ça va aussi de l'ordre de respect des animaux. Donc, tout ça est très réglementé, mais comme le dit Christian, il y a des zones donc, où vous aurez le loisir de le faire. Mais voilà, il faut des autorisations la plupart du temps. Alors, une question qui vient de nous apparaître pour Fabrice. Lors de l'éclipse, peut-on voir des aurores? Oui, alors l'éclipse, c'est très particulier puisqu'on aura autour du soleil éclipsé, donc un ciel noir. Donc, on aura donc on verra des étoiles, on verra des planètes autour du soleil. Donc, on est comme dans une nuit noire temporaire. Donc, on peut effectivement voir des aurores autour d'un soleil éclipsé. Très faible, hein, et on verra un ciel noir comme en pleine nuit pendant 2 minutes 17, 2 minutes 18. Donc, c'est ce qui est intéressant quand on a des éclipses assez longues, et ça j'en reparlerai, c'est que pendant les premières 30 secondes, on est ému, pendant 1 minute, on observe, on tente de faire des photos pour les photographes, et après, ce que je dis souvent, c'est que pendant les dernières 30 secondes, ne regardez plus l'éclipse, regardez autour de l'éclipse, c'est fantastique de voir des étoiles, des constellations, des planètes, et pourquoi pas des aurores, hein, s'il y a des aurores fortes, il faudra quand même qu'il y ait des aurores assez fortes, évidemment, parce qu'il y aura quand même une luminosité alentour. Quand on voit une éclipse encore, si vous voulez, le paysage à 360, c'est un petit peu comme un coucher ou un lever de soleil, en fait, hein. Il y aura une espèce de lumière faible à 360 degrés. Encore une fois, c'est très particulier, c'est difficile de décrire une éclipse quand on ne l'a pas vraiment vécu soi-même, parce que c'est une ambiance globale. Ce n'est pas que le soleil noir, c'est tout ce qui est autour. Donc, effectivement, il faudra regarder autour de l'éclipse, peut-être des aurores, pourquoi pas. Ça serait un spectacle incroyable. Je tenais aussi, alors il y a eu des questions sur les vols, c'est vrai que je n'ai pas rappelé, donc sur nos voyages à bord du Terra Nova,
Les vols sont inclus au départ de Paris. Donc, pour nos voyages au Groenland en destination de l'Islande. Et puis, nous avons des vols privatisés pour ce qui concerne les voyages au départ ou au retour de Longyearbyen, donc au Spitsberg. Donc, pour tout autre acheminement ou pour toute autre organisation, voilà, n'hésitez pas à contacter notre équipe qui parlera avec vous donc, des plans de vol éventuels et ce qui est possible d'organiser. Mais enfin, voilà, sur ces voyages à bord du Terra Nova, les vols sont inclus dans nos tarifs. Eh bien, écoutez, je crois que nous avons un petit peu fait le tour des questions. Il vous sera tout à fait possible de voir cette conférence en replay, donc pour revoir cette conférence ou pour la partager autour de vous. Donc, toutes les personnes inscrites reçoivent un lien avec le replay de cette conférence et vous retrouverez dès demain cette conférence également sur notre chaîne YouTube dans la playlist donc conférence en ligne. Vous verrez, il y en a beaucoup à voir et à revoir et à partager autour de vous. Eh bien, écoutez, peut-être, Christian, vous avez envie de dire le petit mot de la fin ou... Oh, je ne m'y suis pas apprêté, si je puis dire, mais si ce n'est néanmoins deux choses. Hein. Premièrement, pour dire que je me réjouis, moi, effectivement, de ce voyage sur un bateau plus grand. Je suis de ceux qui sont sensibles au mal de mer, et plus le bateau est grand, et en plus avec des stabilisateurs, pas dans la banquise évidemment, mais en haute mer, plus je suis content, et je me réjouis de vous retrouver là. Mais en même temps, ne pas oublier non plus l'aventure fabuleuse que l'on propose avec ces petits bateaux de 12 places qui sont les retours qu'on a comment dirais-je, du vécu de ces paysages, du vécu d'une expédition sont absolument géniaux. Et puis enfin, pour vous dire que vous connaissez certainement, pour beaucoup d'entre vous, mon attachement aux ours blancs, mais également à cet est du Groenland qui est absolument fabuleux et qui est encore largement inconnu. Cet est du Groenland où il y a au sud toute une région de fjord qui est assez connue, mais au nord, une région largement inconnue. On a réalisé il y a maintenant 2 ans une première touristique. J'aime pas parler de première parce que moi je suis plutôt un explorateur qu'un homme d'exploit, si je puis dire. Mais néanmoins, vers l'île de France, j'espère bien que là, on ira encore au nord de cette île de France qu'on prenait dans le monde de la banquise et de ce chaos d'iceberg tabulaire. Je ne peux pas le garantir sous facture. Nous ferons tout pour y aller. Mais paradoxalement, s'il y a trop d'icebergs, on ne pourra pas aller à l'intérieur, entre les icebergs. Mais en tout cas, on verra beaucoup d'icebergs tabulaires, beaucoup de banquises, et puis évidemment les animaux qui tournent autour. Merci Christian, merci à tous les trois pour cette belle présentation, pour cette belle conférence. Je sais que parmi vous, participants, il y en a de nombreux déjà inscrits sur les voyages sur le Terra Nova en 2026. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à partager ce webinaire, n'hésitez pas à le re-regarder pour finir de vous convaincre s'il le fallait encore. En tout cas, nous vous attendons avec plaisir à bord en 2026, à bord de ce très beau navire d'exploration. Merci à tous, merci aux intervenants, merci à tous d'être toujours aussi nombreux à nous écouter et puis à très bientôt, donc en ligne ou à bord. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.